Bonjour à tous et bienvenue sur Middle Earth HBG France. Aujourd'hui j'accueille Adrien. Salut. On se retrouve pour un nouvel épisode de Constituez-moi une armée digne, spécial WTC, avec cette fois-ci la présentation de l'équipe numéro 2. C'est nous. Du coup, on est composé de Corentin, Gabi, Alex Faure et moi-même. Et on va représenter les couleurs de la France, du coup, au WTC. C'est cool parce que du coup, c'est 4 joueurs assez connus de la scène française et reconnus niveau ETC. Parce que donc, toi, c'est déjà ton troisième ou quatrième ETC. Donc, tu as de l'expérience. Ouais, on a fini 2 la dernière fois. À défaut de performer, ouais, on va essayer. Mais bon, ça arrive, ouais. Donc tu as quand même l'habitude des joutes un peu européennes et internationales. Yes. On a Gabi qui a participé au WTC l'année dernière avec l'équipe monde, qui a un peu vendu son âme au diable en jouant les balistes, mais qui a fini deuxième. Ça a fonctionné, on peut pas le nier. Exactement. On a Alexandre Faure qui, lui, ça doit être aussi son 3e ou 4e ETC. Ouais. Connu et reconnu des tournois en France depuis maintenant un paquet d'années. Depuis Gil-galad Archer, hein. Ça date. Ça date. Et le dernier, Corentin de Rouic, qui a sa page Facebook et Instagram pour son service de peinture. Ouais, Coco Painting Stuff. Ouais, c'est ça. Coco Painting Stuff. Voilà. Hein, qui est aussi un habitué de l'ETC. Ça va être son 3e ETC du coup, puisqu'il a participé en Pologne l'année dernière et sa 3e qualification pour celui-ci. Donc c'est cool, une belle équipe avec un bon niveau assez homogène. Ouais, on est assez content du draft parce que du coup cette année les groupes ils ont été draftés par mon frère sur la team 1 et du coup par Coco sur la team 2 et ainsi de suite. Donc on est assez content parce qu'on se connaît plutôt pas mal et puis on fonctionne bien ensemble. Du coup, on a fini la présentation de l'équipe. On va maintenant passer à la présentation de la poule. Pour rappel, comme sur la première vidéo, il n'y a pas de tête de série, donc c'est vraiment un tirage vraiment aléatoire. Donc la première équipe qu'il y a dans votre chapeau, c'est l'équipe de Grèce. Yes. Je crois que c'est sa première participation. Première participation, on sait rien d'eux, on sait pas si ça va être des Undertaker qui sortent de nulle part et nous rouler tous dessus, ou alors des gens un peu plus moyens qui auraient peur justement du cadre du WTC qui, pour le coup, pardonne aucune erreur. Donc on va voir. Surprise un peu. C'est ça, c'est la surprise du chef, on verra bien. La deuxième équipe de cette poule est l'Espagne, mais équipe numéro 3. Ouais, pour le coup, Espagne, on les a déjà vus, on les a déjà rencontrés. Équipe 3, on peut se dire éventuellement que c'est les moins bons joueurs d'Espagne, mais il faut le voir au précédent tournoi du WTC, on a vu qu'effectivement il y avait des équipes World ou machin qui pouvaient performer. Merci la France. Et du coup, on va quand même faire attention, même si c'est vrai que l'Espagne a plutôt une réputation de peintre plutôt que joueur. On va faire attention quand même. Après, il faut voir que déjà l'année dernière, il y a déjà eu un gap de niveau pour tout le monde. Ça se trouve, cette année, ça sera peut-être encore plus important. C'est vrai que les années précédentes, on avait eu globalement vraiment une hétérogénéité des niveaux sur le WTC, enfin l'ETC à l'époque. Et l'année dernière, effectivement, tout le monde était strong, avec des listes strong et des mecs triés sur le volet. Donc on va faire attention. Et pour terminer cette poule, on a l'Italie 1. Donc ça pique un petit peu. Hein. Ouais, pour le coup, eux, on l'a encore là, au niveau de l'équipe 1 de l'année dernière, puisque c'est eux qui, avec leur double liste baliste, nous ont passé devant. Ils ont fini 2e, c'est ça? Ouais, exactement. Et ils nous ont vraiment volé notre place parce qu'en fait, ils sont tombés 2 fois sur des scénarios bannières. Alors que j'avais pas de bannière dans ma liste. Ne faites pas ça à la maison. C'est ça, exactement. Évitez ça, surtout dans des tournois qui comptent. Et globalement, voilà, le but, ça va être quand même de les éclater. On sait cette année qu'ils ont des gros joueurs, un gros roster. Parce qu'on a une fouine dans notre team qui regarde tous les tournois internationaux et qui nous fait des débriefs. Et globalement... Est-ce que ça serait pas Alexandre Faure, ça? Je donne pas de nom. Mais globalement, voilà, effectivement, on va faire hyper attention. Eux, c'est de loin les mecs à abattre. Ok, du coup, c'est une poule, on va dire, assez mitigée. Ouais, Vous devez finir au moins dans les 2 premiers. Ouais, normalement on espère arriver premier, mais on se méfie de l'Italie.
Ils nous ont déjà fait des coups comme ça. Donc voilà, le but, ça va être de faire attention à tout le monde et de prendre vraiment un max de points sur cette poule pour engager le reste du tournoi vraiment sur une avance confortable et essayer de performer, quoi. Engranger un maximum de points dès le jour 1 et après en jour 2, on voit ce qui se passe, quoi. C'est ça. On va maintenant passer à la présentation des 5 listes françaises. Ouais. Comme pour rappel, hein, chaque équipe est composée de 4 joueurs, mais ils proposent 5 listes au tournoi et le jour J, une des listes sera éjectée. Ouais. Éjectée et on se retrouvera du coup avec une liste par joueur pour faire les appariements pour tout le tournoi. On commence du coup par la première liste. C'est une alliance jaune entre les Montbrumeux, l'Arnor, les Halles de Tranduil et Kazakhdou. Une sacrée soupe du bien. Ouais, ça c'est vraiment la bataille des 5 armées. On a un Gwaihir, on a Arvéduy avec Arnor, donc ça par contre ça sort de nulle part. On ne sait pas pourquoi, mais en vrai c'est vraiment très strong. Ça permet d'apporter vraiment du soutien aux Khazades qui sont devant, menés par du coup un roi nain qui est increvable. Et enfin Legolas qui mène des elfes pour être là, pour tirer et faire le taf. Donc globalement, on a vraiment une liste qui a beaucoup de punch en termes de phalange et beaucoup de gadgets en termes de héros du bien. Et c'est l'avantage des soupes du bien. Et on va maximiser là-dessus. Elle est résistante, donc elle passe vraiment bien dans le format nouveau du WTC qui est 2h15 dernier tour. Donc ça va nous permettre de tanker le tour supplémentaire. Ouais, parce que là, tu as quand même tous les Khazades qui ont défense 7. Ouais. Tu as tous les Arnor qui ont défense 6. C'est ça. Et par-ci par-là, tu peux mettre un peu de combat 5 avec les elfes un peu partout pour bloquer un petit capitaine ou des héros comme ça, quoi. Exactement. Et du coup, vraiment catapulter ton Gwaihir, tirer avec Legolas pour prendre le point de général. Ça, c'est vraiment une liste de tournoyeurs comme tu n'as pas envie de les voir en face de toi. C'est vraiment un truc qu'on a poncé et globalement la double bannière va permettre vraiment d'écraser l'armée adverse sous la phalange, quoi. C'est une liste très défensive, tu peux affronter quasiment n'importe quoi. Exactement. On vient de terminer du coup l'analyse de la première liste. Donc, défensif et on voit ce qui se passe devant. Et on passe maintenant à la deuxième liste, qui est une légion légendaire des fosses de Dol Guldur. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Ouais, du coup, en fait, c'est une liste vraiment ça. C'est honnêtement un peu du jamais vu dans l'ETC, WTC. Bah oui, elle vient de sortir. Elle vient de sortir, c'est vrai, mais c'est vrai que on s'attendait à ce qu'elle soit forte à 600 points et nous, on décide de la sortir à 800, donc c'est assez étonnant. On a 46 figues avec un peu de fragile sur ce qui est Warg des Ombres et Chasseur, mais ils ont quand même 2 attaques, donc c'est assez énorme. Et après, on a du Gundabad qui tape avec de la défense 6, force 4, cap à 3 par contre. Et évidemment, du coup, Azog sur White Warg, lui, c'est un énorme porc. Ouais, c'est le marteau de l'armée. C'est le marteau, mais du coup, on sait que dans cette liste, on n'aura pas de héros nommé autre que lui. Donc, ça veut dire que derrière, on a des petits faiblards, entre guillemets, avec le Keeper, qui est fort, mais c'est un peu un glass cannon dans le sens où il n'a pas trop de destin, pas trop de pève. Donc, s'il rate son combat, très vite, il peut être en danger. Et du coup, les capitaines habituels qui sont assez strong, tout en étant assez faibles aussi, parce qu'ils sont fragiles. Ouais. Donc c'est vraiment très particulier comme liste. Et il y a la petite cerise quand même sur le gâteau avec le petit train de Broken là. Ouais. Le brisé là qui peut permettre une petite blague par-ci par-là. Et ben en fait c'est même pas une blague, c'est même extrêmement fort parce que du coup autant ces règles on s'en fiche, par contre pour 10 points on a une pause gratuite dans plein de scénarios et ça c'est incroyable. Ça permet vraiment de savoir où est-ce que l'adversaire va se poser et la liste elle a 2 gros avantages qui sont extrêmement importants sur un ETC qu'on pensait être magique qui finalement ne l'est pas tant que ça. C'est déjà d'être résistant à la magie partout, et ça c'est assez incroyable. Sur de la méta, c'est incroyable. Donc ça fait que même ton petit bonhomme, il résiste à un compel qui pourrait projeter une ombre ailée ou ce genre de choses, c'est vraiment fou. Pour rappel, la résistance à la magie, c'est un système très simple, une règle très simple, c'est que chaque figurine, dès qu'elle subit un sort, elle a quand même un dé gratuit pour résister au sort, même si elle n'a pas de point de volonté. Ouais. Donc sur un petit guerrier, c'est toujours un petit gadget par-ci par-là, mais sur un Azog qui a déjà 3 points de volonté de base, plus le 4e du Warg blanc, plus la résistance à la magie, on commence quand même à avoir un gros héros qu'on peut jouer, quoi, qui peut résister à la magie adverse et rouler. Exactement. Et surtout que derrière, s'il se fait quand même malgré tout bloquer par une paralysie, une injonction, etc., on aura quand même une phalange qui est très forte,
avec des héros à pied dedans qui vont vraiment l'impulser dans les troupes adverses. Donc c'est vraiment assez incroyable. Et il y a un deuxième bonus sur cette légion-là. La règle la plus cheatée du jeu, probablement, avec le... Clairement, on connaît tous la couronne du Witch King qui est vraiment abusée, l'objet le plus cheaté, mais là c'est la règle la plus cheatée, vu qu'en gros ça permet d'obtenir l'initiative gratuitement, une fois par partie évidemment, et l'adversaire ne peut même pas résister en faisant des élans héroïques. Donc ça c'est dingue. Ça honnêtement c'est vraiment next level, c'est pas sérieux, et on le voit encore aujourd'hui, même à la claquer Tourin parfois, ça fait vraiment des dingueries. Le double tour de charge, ou en fin de partie pour faire deux... Ouais. Pour aller beaucoup plus vite que son adversaire et Exactement. Mettre position sur l'objectif, etc. C'est une règle géniale. Ouais, c'est une règle vraiment incroyable qui est vraiment gadget parce qu'elle peut être utilisée de tellement de façons différentes. Effectivement, pour la mobilité, c'est incroyable. Pour aller prendre un objet, c'est fou. Mais parce que Tourin, on la claque, bah, l'adversaire il résiste pas, ça fait qu'on peut éventuellement aller choper l'objet direct sur une extraction, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment une folie et même pour emmener ces héros à des points clés de l'adversaire et prendre un général, ce genre de choses, c'est fou aussi en fait. C'est clair. Liste assez sympathique et assez étonnante et surprenante. Ça c'est sûr. On va maintenant passer à la troisième liste. Délire un peu différent, on retourne sur une alliance jaune, toujours dans le thème un peu Dol Guldur, Mirkwood, tout ça du Hobbit. Une alliance jaune entre Goblinville et les pouvoirs sombres de Dol Guldur. Ouais. Ça, pour le coup, c'est très particulier. Globalement, on la joue parce qu'elle est très très nombreuse, avec 80 figurines. Les gobelins, on sait, c'est les chips. Mais du coup... Quand il y en a 80... Quand il y en a 80, ça commence à faire beaucoup à manger. Et du coup, ils ont tous des pioches. Ce qui fait qu'avec la taille, ça tabasse à force 4. De toute façon, ils n'ont pas de défense, donc c'est pas très grave derrière. Ça va pas changer grand-chose. Donc ça va être juste un fin jugement entre est-ce que je taille ou pas selon la défense adverse et faire un max de dégâts tout en minimisant malgré tout les pertes chez soi. Ouais, c'est sympa. Ça c'est pratique en plus, comme les gobelins peuvent se soutenir l'un l'autre, en plus on s'en fout quoi. Tu peux envoyer n'importe quel gobelin, tu peux soutenir avec n'importe quel gobelin. Ouais. Tu as vraiment l'effet de masse grouillante qui arrive sur ton adversaire. Exactement, et derrière du coup on a du gros héros. La mobilité c'est pas tant que ça, enfin c'est assez un problème avec leur mouvement 5, mais on a quand même beaucoup de capitaines qui vont pouvoir impulser la horde avec des marches. Donc ça reste conséquent. On a une puissance qui est là parce qu'il y en a partout. On a des gadgets avec évidemment les capitaines mercenaires qui arrivent dans les décors, dans les fesses de nos adversaires. Donc ça va être assez incroyable. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau par rapport à l'année dernière, on joue une bannière. Donc effectivement, c'est assez incroyable. C'est utile dans certains scénarios. Ouais, et en même temps, elle fait très très mal parce que c'est très cher de la payer dans cette armée. Parce que du coup, on perd le bonus de Goblinville. On a un Nazgûl qui coûte quand même 75 points, mais lui, il est assez mobile puisqu'on a pris du coup le Lingering Shadow, donc l'ombre persistante, qui permet du coup de se déplacer, de se téléporter 2-3 pas à chaque tour, et de mourir, de revenir, etc. Donc bien joué, il est très fort, il a la frappe, 2 points de puissance, donc c'est vraiment strong. Et il permet aussi du coup de ramener les petits wargs des ombres qui du coup apportent de la mobilité à la liste, notamment sur tout ce qui est prise d'objets, etc. Exactement. Du coup, c'est très pratique. Et quand même, t'as pas présenté comme ton général avec son petit Je le gardais copain. pour la fin, le pâté impérial. C'est peut-être le meilleur général du jeu. Alors c'est pas loin. Ouais, il est vraiment très très fort, le roi gobelin du coup, qui en plus vient avec son Gollum de série. Et là, ça permet d'avoir déjà l'anneau, donc c'est un peu comme les chauves-souris, ce genre de choses, divisé par 2, la capacité adverse, c'est vraiment incroyable. Effectivement, on a le drawback comparé à Bilbo de faire son test en début de tour sur 1 ou 2, c'est l'adversaire qui le contrôle, mais il apporte vraiment beaucoup trop de choses à la liste pour pas être joué, puisque vraiment il sécurise le roi qui est déjà globalement très propre parce qu'il a sa résistance à la magie, il a son corps globuleux, il tape à force 5 avec Burly, donc il tabasse. C'est mobile parce que du coup on a les marches et on a Grina qui peut faire les swap with me avec 3 puissances, donc c'est vraiment bien. Honnêtement, c'est une liste qui va vraiment tanker sur tous les scénars à Objo et les prises, tout ce qui est domination, etc., quart de table. C'est un peu une liste tout terrain,
Et vous pouvez l'envoyer sur n'importe quoi, sur n'importe quel scénario, sur n'importe quel adversaire. Ça se débrouillerait quand même assez bien. Ouais, effectivement, il y en a quand même un. C'est du coup Lord of Battle, c'est ça, le tally en gros, où là, au nombre de pertes, on peut sortir quelque chose de nulle part, mais ça va être compliqué. Il faudrait affronter une autre gobelin vide, quoi. Mais donc voilà, elle va bien fonctionner et elle va tanker toutes les listes compliquées à base de magie et autres qui normalement sont pas trop tankables. On attaque maintenant la 4e liste avec un petit air de déjà-vu avec l'équipe numéro 1. On se demande pourquoi. On retrouve une légion légendaire assez terrifiante à affronter. Les légions de l'assaut sur le gouffre de Helm. Est-ce que tu peux nous la présenter très rapidement, s'il te plaît? Bon, c'est horrible, hein. Tout le monde la connaît globalement. Hein. Comme c'est autorisé en tournoi, je vois pas pourquoi on se priverait, mais globalement, on a comme d'hab 2 Lourouks en masse, avec 3 balistes et les bombes. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a performé l'année dernière à l'ETC, c'est ce qui a été joué en double par l'Italie et la Pologne, et qui est limité cette année à une seule, mais du coup ça reste quand même hyper strong. Elle n'a pas beaucoup de faiblesses cette liste, elle peut avoir des mauvais match-up sur certains scénars, mais globalement elle est vraiment trop abusée pour pas être jouée, donc on ne s'est pas privé parce qu'on vise l'excellence. On termine du coup avec un deuxième air de déjà vu sur ce roster-là, c'est une alliance verte entre le Mordor et les Orientaux. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Ouais, globalement, c'est une liste qui était assez étonnante à première vue. C'est une alliance qui va se baser sur l'empereur, Guritz, Gorbag, un Nazgûl pour un soutien magique et Cardouche pour encore un soutien magique. On le sait, hein, globalement, Cardouche il est hyper strong. Le Nazgûl, c'est du déjà vu, c'est très fort. Tellement pratique. Ouais, Gorbag et Guritz qui sont là évidemment pour fiabiliser les réserves. Et pareil, mettre du punch dans les lignes, il tabasse. Et l'empereur qui va vraiment, mettre du punch dans tout ça parce qu'il donne la bannière partout, il est strong, il peut sortir des figues le cas échéant, bien que je doute que ce soit fait souvent. Ouais, sur Seize the Price, sur All the Ground, ça peut être très pratique. Ça peut être très pratique effectivement en fin de partie, mais la bannière est tellement incroyable. C'est du full défense 6 avec du Moranon et des dragons noirs des Orientaux. Donc combat 5 du coup grâce à l'empereur. Et combat 5, donc ça commence à faire sacrément beaucoup. Quand même, pour des petits guerriers de merde, ça équivaut les elfes. Ouais, c'est sûr. Il y a du pisteur là où il faut. Et du coup, c'est vraiment une liste qui est couteau suisse et qui va vraiment bien fonctionner. En plus, elle a de la mobilité avec les tambours. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas dans notre roster. Donc quand on a réfléchi à une liste 5, on est allé la voler. Donc voilà, et globalement... Pas de scrupule. Moi, j'ai pas de scrupule. Hein. Je vous l'ai dit, on vise l'excellence. Et en vrai, honnêtement, elle apportait quelque chose qu'on n'avait pas. Et c'était surtout... on a des listes qui sont vraiment très spécialisées avec de la mobilité, du tanking, vraiment du nombre, etc. Donc c'est pas mal pour pouvoir s'adapter aussi à la méta qui allait être révélée, puisque toutes les listes sont révélées en même temps. Ouais. Ça nous permettait vraiment de choisir les 4 plus performantes par rapport à ce qu'on voyait en face. Donc on vient de terminer la présentation des 5 listes de l'équipe de France numéro 2, 5 belles listes. Du coup, on a 2-3 petites questions sur l'événement. Déjà, première question, comment ça s'est passé dans l'équipe sur comment créer les listes, la répartition des héros, etc., l'esprit d'équipe, comment vous attaquez un peu ce WTC? Alors déjà, c'était hyper cool parce qu'on avait 4 personnes qui étaient très très motivées pour performer, sans pour autant... enfin si, on s'est vendu, c'est vrai, je peux pas le dire, vous avez vu les listes, mais globalement on avait le même mindset pour rentrer dans l'événement, donc c'était vraiment top. On a vraiment beaucoup interagi sur Discord, sur un messenger qu'on a créé pour l'occasion, donc c'était vraiment chouette. Et ce qui était bien, c'était que tout le monde auparavant jouait vraiment de façon différente, donc ça permettait d'être vraiment complémentaire en tant que team et de jouer sans se marcher sur les pieds, entre guillemets, comme on a pu le voir des années précédentes. Donc les partages de héros, ils ont été plutôt évidents, surtout, vous l'avez vu, nos listes, c'est pas du tout des copier-coller, genre 3 Mordor, 1 Angmar. Il n'y a pas
pas de légion de l'assaut sur la Lothlórien. Ouais, ça c'est assez étonnant. Donc la méta un peu française, vous lui avez fait un petit... Ouais, c'est vrai que... vous partez sur des trucs complètement différents. C'est vrai qu'au départ, on avait pensé à jouer un Mordor ou un Angmar. Bah, du coup, le Mordor, vous l'avez vu, il est assez spicy. Et c'est assez incroyable. Mais effectivement, en fait, on avait peur que Angmar, sur un format aussi long, ça perde un peu en puissance et que la démo, elle soit facilement atteignable. Il y en a qui vont quand même la jouer, on l'a vu sur les autres listes. Mais ça peut être compliqué. Et pareil, Mordor, en fait, on n'avait pas trop envie de jouer ça et on voulait sortir des trucs un peu plus incroyables qui pouvaient prendre par surprise. Et je parle pas de la Légion de Helm's Deep, hein, je te rassure. Et du coup, là, pour le coup, on a vraiment tenté des choses et on espère que ça va payer, quoi. Essayer de surprendre ses adversaires. Du coup, par rapport, vous avez fait vos listes, vous avez mis un petit état d'esprit dans votre équipe. Ouais. C'est quoi un peu les attentes par rapport au WTC et quel est votre objectif de classement sur ce tournoi? Bah, on veut être premier devant l'équipe 1. D'ailleurs, notre messenger s'appelle l'équipe 1, la vraie. Donc on est un peu des escrocs. Non, en vrai, honnêtement, par rapport à nos préparations, je ne l'ai pas dit, mais on s'est entraîné sur pas mal de listes avant pour justement affiner nos choix. Et on a testé beaucoup de choses sur beaucoup de scénars différents, contre beaucoup d'adversaires. Donc effectivement, nos attentes sur le WTC, c'est de reproduire ce qu'on a fait à la maison et d'essayer de ramener la coupe à la maison. Ouais, ça serait beau ça. Ouais, ce serait bien pour une première place, ça ferait plaisir. Hein. Ça ferait plaisir. Puis en plus, ça ferait un petit pied de nez à ton frère qui a décidé pour cette année, non, cette année, je joue pas avec Adrien. Il est trop nul, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, non mais en vrai, on en a parlé, effectivement, il a choisi, on s'est rendu compte que quand on jouait ensemble, ça fonctionnait bien quand on jouait ensemble, mais des parties différentes, c'était un peu plus compliqué. C'est ça, il y a vraiment... il y a de la pression, globalement, j'avoue que mes perfs aux 2 précédents ETC, c'était pas les meilleurs. J'ai pas forcément fait les meilleurs choix de méta, et c'est toujours un élément à vraiment prendre en compte quand on arrive à un tournoi, c'est de se dire qu'est-ce qui va être joué, comment est-ce que je peux me démarquer et prendre un avantage là-dessus, quoi. Et c'est toujours compliqué parce que la méta française comparée à la méta internationale, très différente. Elle est très, chez nous, elle est très polarisée sur des Mordor, sur du contrôle, etc. Alors qu'à l'international, on a vu des trucs sortir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Genre par exemple, la liste de Italie 1 l'année dernière à base de 80 Lectern et juste un Legolas en général. On ne voit jamais ça. Bah ça, c'est vrai qu'en France, je ne l'ai jamais vu. Donc, et pareil, hein, au tournoi français, justement pour élire notre champion, l'Italien qui sort une Moria impossible à base de guetteur, reine des araignées, un peu de Durbourst quand même. Ouais, pour le nombre, pour le général. Un peu de Mordor, je crois. Ouais, non, mais c'était Nawak. Ils sortent des trucs vraiment très particuliers et globalement, on espère que nos listes vont surprendre et prendre l'avantage là-dessus. J'espère qu'en tout cas, les listes sont assez sympas, assez diversifiées, assez fortes en plus sur le papier. Les joueurs sont bons, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont... Ça va dans le bon sens. Ouais, on va essayer de performer en tout cas. Donc ça va être cool. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bye bye.